On ne peut pas penser acheter un terrain puis le développer à l'intérieur d'un an ou deux. On parle de projets qui ont débuté parfois il y a plus de 15 ans, puis qu'on termine aujourd'hui. On a saisi l'opportunité à ce moment-là, tout simplement. Quels sont les critères clés que vous évaluez pour un terrain? Tout d'abord, je regarde. Bonjour, ici Mélissa Jacob, première vice-présidente et actionnaire de PMML. Je suis en compagnie de Marie-Sara Hamel, vice-présidente exécutive du groupe Baudat. Bonjour Marie-Sara. Bonjour Mélissa, ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Oui, ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation de passer une entrevue au Sommet de l'immobilier où on est présentement aujourd'hui. C'est vraiment gentil de ta part d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Donc, écoute, tu travailles pour Groupe Baudat depuis plusieurs années. Puis, est-ce que tu peux nous parler de Groupe Baudat? Vous êtes actif dans le domaine du développement immobilier depuis plus de 20 ans. Mais quelle est l'histoire derrière l'entreprise? Où ça a commencé, le Groupe Baudat? Le groupe Baudat a été fondé il y a une vingtaine d'années par Alice Wu, qui est toujours aujourd'hui la présidente du groupe Baudat. Ça a débuté petit avec l'acquisition de quelques terrains et puis au fil du temps, Alice qui avait au départ a travaillé seule et a développé vraiment son empire au fil des ans. Et pour ma part, je me suis joint il y a près de 7 ans. Il y avait plusieurs projets qui étaient en cours de pré-développement qui allaient, pour ainsi dire, exploser dans les prochaines années, ce qui a été le cas. Donc, elle avait besoin de bras. Donc, l'occasion s'est présentée. On voit de plus en plus, vous êtes de plus en plus présent dans les événements immobiliers, on vous croise partout, vous êtes actif dans les projets aussi, fait que c'est vraiment intéressant de voir une entreprise aussi grandissante que vous, être présente dans l'immobilier commercial. Bien, je dois dire que Alice, je vais l'appeler Alice parce que tout le monde l'appelle Alice, a une vision hyper intéressante du développement immobilier. C'est ce qui m'a attirée à aller travailler avec elle au départ. Elle avait acquis des terrains qui étaient situés à proximité soit de transports collectifs, de gares, proche du REM, mais aussi proche des grands axes routiers, ce qui faisait en sorte qu'au fil du temps, on a pu vraiment développer des grands projets, plusieurs TOD. Et puis d'ailleurs, au fil des dernières années, je vous dirais, dans les 8 dernières années, on a également ajouté au portefeuille des propriétés commerciales locatives. Donc oui, on a connu une expansion assez fulgurante dans les dernières années. Oui, donc c'est comme ça que ça a débuté. Vous avez acquis certains terrains très bien localisés, qu'on pourrait dire, puis vous les avez développés. C'est exact. Ça peut paraître facile comme ça. Je vais acheter un terrain bien localisé, mais il y a eu énormément de travail derrière ça. On doit souvent, dans ce type de propriété-là, passer par tout le processus du changement de zonage, l'acceptabilité sociale, l'environnement, puis travailler en collaboration avec les villes pour développer un concept qui va convenir tant à la population, qui va répondre, au fond, aux besoins de la population. Donc, c'est des processus de très, très longue haleine. On parle de projets qui ont débuté parfois il y a plus de 15 ans, puis qu'on termine aujourd'hui. OK. Puis on parle un petit peu de défis que vous vivez. Vous travaillez avec les municipalités, vous travaillez avec des urbanismes et tout ça. C'est quoi les défis auxquels, justement, ça fait en sorte que ça perdure dans le temps, que ça repousse les projets, que tu dirais que vous faites le plus souvent face? Bien, je vous dirais, c'est quand même des processus très longs. On ne peut pas penser acheter un terrain puis le développer à l'intérieur d'un an ou deux. C'est souvent, chaque étape va durer un an ou deux. Okay. Donc, dans certains cas, on peut attendre après un permis au niveau de l'environnement pendant 2 ou 3 ans, ou des fois, il faut retourner à la table à dessin, il faut modifier le concept. Donc, il y a vraiment plusieurs étapes avant d'en venir à un projet. Ce qui d'ailleurs aussi nous a tranquillement mené à modifier notre modèle d'affaires à travers les années. OK. Puis présentement, on a parlé un petit peu de votre modèle d'affaires des premières années. Présentement, c'est quoi votre modèle d'affaires? C'est quel type? Je sais que vous avez acquis du commercial, des immeubles aussi. Fait que c'est quoi votre modèle d'affaires présentement? En ce moment, je dirais qu'on termine ou on avance dans certains projets dont on a acheté la propriété il y a parfois 10 ans, parfois 8 ans. Des projets où on achetait une grande parcelle de terrain, parfois boisée, parfois vacante,
et on construisait des rues. Donc, on développait des nouveaux quartiers résidentiels. Il y en a eu beaucoup sur la Rive-Sud, des projets de cette nature-là. Puis on voit tranquillement, bon, tu ne feras pas de menterie, là, il y a des enjeux environnementaux très, très importants qui, si on retourne 15 ans en arrière, on en discutait, mais on n'en discutait pas tant que ça concrètement. Donc, on doit, tout comme les villes, comme toutes les instances municipales, provinciales, fédérales, on doit s'adapter et on doit modifier notre modèle pour aller redévelopper ce qui a été construit dans je vous dirais, dans les 50 dernières années, souvent dans le modèle axé vers l'automobile, des grands terrains, la maison unifamiliale détachée. Les espaces de zone humide aussi, de plus en plus. Oui, bien, en fait, c'est que là, on ne peut plus vraiment agrandir le périmètre urbain. On doit préserver ce qui reste autant que possible. Donc, à l'intérieur du périmètre urbain, il y aura encore pour plusieurs années là, des propriétés qui sont rendues désuètes, soit des vieux centres commerciaux, des stationnements ou même des vieux bâtiments. Parfois, on le voit, on l'a vu beaucoup là, dans la Rive-Sud. Sur la Rive-Sud de Montréal, on l'a vu à plusieurs reprises, là, des vieux bâtiments, au lieu de les rénover, puis de conserver une seule famille sur un terrain de 10 000 pieds carrés, bien, on va construire un 8-plex sur un terrain de 10 000 pieds carrés. Donc, on va loger 8 familles, parce que ça, c'est un autre enjeu. Donc, on a l'enjeu environnemental, mais on a également l'enjeu de logement qui, je pense que j'ai pas à faire... Qui est d'actualité. Oui, que j'ai pas... J'annonce à personne qu'on a une crise du logement, là. Vous jouez un rôle clé dans la vente. Vous avez joué, dans le fond, un rôle clé dans la vente du terrain à Northvoort, un projet majeur pour le Québec. Comment cette opportunité-là s'est-elle présentée et qu'est-ce que cela a représenté pour vous en tant qu'entreprise, pour le groupe Bauda? Bien, tout d'abord, on avait acheté cette propriété-là il y a plusieurs années dans l'optique d'y développer un vaste projet résidentiel qui allait contenir toute une gamme d'habitations. On parle de plusieurs milliers d'habitations. Et on l'a travaillé en ce sens-là. Moi, je suis arrivée il y a 7 ans. On travaillait déjà dans ce sens-là. On était en partenariat, on n'était pas seuls. Donc, on était 3 partenaires dans ce projet-là. Puis, de façon impromptue, je vous dirais, on a eu cette offre non sollicitée qui est arrivée de Northvoort. Et puis, évidemment, on l'a étudiée. Et puis, on a saisi l'opportunité à ce moment-là, tout simplement. Mais à la base, c'était vraiment pas, même au moment de la réception de cette offre-là, on n'était pas dans ce mindset-là, je dirais, de vendre tout simplement en bloc. Hein? Exact. Puis suite à ça, bien, ça a eu des impacts, des retombées intéressantes tout de même, notamment pour le rayonnement du groupe Bauda. Où les gens ont eu l'opportunité, bon, ça a été très médiatisé, donc Madame ou Alice a eu l'opportunité de se faire connaître davantage parce qu'on était plutôt... beaucoup de monde ne nous connaissait pas avant cette transaction-là. Ça vous a fait connaître, ça vous donnait une belle opportunité de visibilité là, au niveau exact, du groupe. Oui. Lorsqu'un terrain se présente, qu'est-ce qui attire d'abord votre attention? Quels sont les critères clés que vous évaluez pour un terrain? Tout d'abord, je regarde l'emplacement. Donc, si on me propose un terrain agricole, j'y passe pas beaucoup de temps. Par la suite, donc l'emplacement dans quelle ville, mais également l'emplacement dans le quartier où il est situé. Donc, afin de pouvoir apprécier les enjeux potentiels en termes d'acceptabilité sociale, notamment. Je vais regarder également le potentiel de marché, dans quel secteur. Donc, l'emplacement est très, très important. Par la suite, l'aspect environnemental est très important, mais c'est lié à l'emplacement également. Donc, on va regarder s'il y a des enjeux environnementaux qui pourraient se trouver sur la propriété. Ça ne veut pas dire d'emblée que s'il y a un enjeu de contamination qu'on va exclure cette opportunité-là. Au contraire, j'irais plutôt davantage au niveau milieu humide, préservation de l'environnement. Est-ce que c'est une propriété qui pourrait représenter certains enjeux à ce niveau-là? Et puis aussi, on va regarder au niveau du marché. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette propriété-là? Qu'est-ce qu'on peut y développer? La demande du marché. La demande du marché, exactement. Les besoins du quartier immédiat.
On a parlé d'enjeux environnementaux, on a parlé aussi des zones humides. Est-ce que vous avez déjà eu la CPTAQ dans vos dossiers d'avoir à demander des permissions par rapport à la CPTAQ ou non, c'est jamais arrivé dans les projets? La CPTAQ, c'est vraiment pour les zones agricoles. Oui. Donc, on a eu une demande là, dans un dossier pour une exclusion d'une zone agricole, mais sinon, on n'a pas vraiment, je vous dirais, de contact en général avec la CPTAQ. C'est davantage des demandes au ministère de l'Environnement qu'on va avoir là, donc, en vertu de l'article 22 pour les zones humides afin de soit les conserver. Évidemment, on va tenter de les conserver au maximum. C'est la première option. Et s'il y a impossibilité, bien, dépendamment de la qualité du milieu humide aussi. Si c'est un milieu humide qui a une faible qualité puis qu'on peut tout simplement pas éviter de le détruire, bien à ce moment-là, il va y avoir une demande. Ce que j'en comprends, c'est que peu importe le défi qu'il va y avoir sur le terrain, si c'est un beau terrain que vous pouvez faire vraiment un super de beau projet, c'est pas quelque chose qui va vous arrêter. Là. Exact. On va vraiment... on les regarde toutes, les opportunités. Avec l'évolution des marchés, des normes environnementales et des besoins des collectivités, comment Groupe Baudat adapte-t-il son approche au fil des années? Comme je disais un peu plus tôt, on a modifié au fil du temps notre approche. Justement, on regardait avant davantage vraiment des très grandes parcelles de terrain pour y développer des très grands projets. En ce moment, on regarde davantage les opportunités à l'intérieur du périmètre urbain qui vont présenter un potentiel de densification, de redéveloppement. Donc, on peut, que ce soit, on a acheté au cours des 5 dernières années des centres commerciaux qui sont soit désuets, qui nécessitent vraiment d'être... On requalifie le site complètement, soit c'est un centre commercial qui va rester, mais qui a encore du terrain excédentaire à développer. Puis là, on regarde avant de dire, bien, je vais continuer dans la même veine. Ah, bien, peut-être que je pourrais faire autre chose avec cette parcelle-là. Puis on axe vraiment sur la densification des espaces. Est-ce que vous travaillez principalement de façon autonome ou en collaboration avec des municipalités, investisseurs ou autres promoteurs? On a les deux. En fait, dans tous les cas, on travaille en partenariat avec les municipalités. Oui, on n'a pas vraiment le choix. Hein? On n'a pas le choix, mais je pense qu'au-delà de dire « j'ai pas le choix », je pense qu'ils sont un partenaire hyper important dans n'importe quelle transaction. Quand on arrive, bien, on travaille souvent dans les mêmes villes, mais dans une ville, on ne peut pas arriver avec nos gros sabots puis imposer quelque chose. On doit cogner à la porte de la ville, voir c'est quoi les besoins, c'est quoi les attentes, c'est quoi les enjeux. Donc, c'est vraiment très, très important d'avoir ces rencontres-là souvent avec les professionnels de la ville et puis d'aller chercher cette information-là pour voir le potentiel, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le secteur, finalement, avec la proposition qu'on va faire. Donc, toujours les villes. Ensuite, dépendamment des projets, parfois on les fait en partenariat avec d'autres promoteurs, parfois on les fait seuls. Selon toi, Marie-Sara, qu'est-ce qui fait le succès d'un projet de développement immobilier aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait le succès? Être à l'écoute et arriver avec le bon projet au bon endroit. Donc, c'est pas toujours facile. Donc, il faut vraiment travailler la vision et être à l'écoute de ce qui nous entoure, puis essayer d'innover également, d'amener ce que les autres n'auront pas forcément pensé d'amener dans un projet, ce qui va faire qu'on va se distinguer des autres propositions qui va se faire autant. Donc, innover serait le terme. L'innovation, oui, mais aussi d'être à l'écoute. On ne peut pas passer à côté des besoins et des craintes aussi d'un endroit où on va implanter un nouveau projet. Effectivement. Parmi tous les projets de Groupe Baudat présentement, c'est quel que tu es le plus fier? On est très, très fiers du redémarrage du projet de la prairie sur le parc. Oui. C'est un projet qui avait... il y a eu différents enjeux, qui a eu des délais de plusieurs années,
qui nous a mené à un redémarrage. Il a été dans la voie d'accotement pendant un petit bout de temps, mais il est de retour sur l'autoroute depuis ce printemps, je vous dirais depuis même cet hiver, où on a repris la planification. Puis là, on a débuté les travaux à la fin du printemps, au milieu du printemps. Donc, c'est un vaste projet de 3400 unités de logement à terme. Donc, c'est pratiquement une ville dans une ville où il va vraiment avoir toute une gamme d'habitations qu'on pense. Il va avoir de la maison unifamiliale, ce qui est rendu très rare sur la première couronne de la Rive-Sud de Montréal. Il y a beaucoup de maisons de ville, donc pour des jeunes familles, différents types de maisons de ville aussi. Donc, il va y avoir vraiment une offre diversifiée et énormément aussi d'immeubles locatifs, potentiellement du condo aussi, mais du multilogement. Donc, on va vraiment développer un nouveau quartier où vraiment beaucoup de nouvelles familles vont pouvoir trouver un logement, puis il va en avoir pour toutes les bourses. Puis là, il est débuté, ce projet-là. Oui. Donc, on est en train de faire les infrastructures de la première phase. C'est vraiment majeur comme projet. C'est situé à la Prairie, sur le site de l'ancien golf de la Prairie. Donc, c'est une requalification de site qui est extraordinaire parce que, bon, le golf a fermé par la force des choses avec les années. Là, on voit un petit regain sur le golf, mais c'est extrêmement dispendieux de maintenir un golf en opération. Donc, il y a beaucoup de golfs qui ont fermé, puis ça devient des propriétés hyper intéressantes pour une requalification de par leur configuration. Souvent, on va y retrouver des arbres matures, mais il n'y en a pas. C'est pas une forêt non plus, donc il y a vraiment des secteurs à développer. Donc, pour en avoir fait quelques-uns, les golfs, là, c'est des propriétés qui offrent vraiment une opportunité de requalification puis de créer des parcs qui souvent sont pratiquement prêts à l'utilisation. Pas toujours, bien sûr, mais ça demeure que dans le cas de la Prairie, c'est un site qui est vraiment extraordinaire. Je comprends pourquoi c'est le projet dont tu es si fière. C'est vraiment un beau projet. Félicitations à Groupe Baudat. Merci. Puis je dois dire que j'en ai d'autres, mais je ne peux pas encore en parler. Donc, quand c'est pas autorisé... Restez à l'affût. Nous allons avoir des nouvelles prochainement. J'imagine que vous allez lancer dans le fond, l'information va être mise sur vos plateformes LinkedIn et tout ça. Exactement. Donc, on attend toujours, par respect aussi, de ne pas avancer plus vite que la machine, si on veut. Mais on a deux très beaux projets, entre autres, de requalification de sites, avec des missions complètement différentes, mais qui vont apporter un apport à la communauté. Vraiment, tu vas vouloir me réinviter sur un nouveau podcast. Ah oui, donc on va peut-être te revoir sur un podcast prochainement chez PMML. Dernière question. Oui. Qu'est-ce qui vous motive à vous joindre à ce type d'événement-ci, là, au niveau du sommet de l'immobilier aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous motive, Groupe Baudat, à être présent sur cet événement? Pour nous, c'est important, tout d'abord, d'être présent, mais c'est l'opportunité de rencontrer tout le monde du secteur. Ce que je dirais tout le monde, beaucoup de monde, une grande partie des gens du secteur, de l'immobilier, que ce soit des promoteurs, des constructeurs, des courtiers. On travaille beaucoup avec vous. Grâce à vous, on trouve des opportunités en or. Et puis des professionnels, architectes, urbanistes. Donc, c'est vraiment un événement qui regroupe en même temps plusieurs acteurs du milieu. Donc, ça nous permet rapidement là, de renforcer notre réseautage, mais également, il y a des conférences très intéressantes. Ça nous permet de voir, d'entendre ce que certains professionnels du secteur, parfois c'est des promoteurs, parfois c'est des professionnels, parfois c'est un avocat, un banquier, mais on va chercher beaucoup d'informations extrêmement pertinentes. C'est un très beau, un très bon lieu de rassemblement pour ça. Très bonne réponse et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Ça a été fort intéressant, l'information que tu nous as donnée sur le groupe Baudat. Puis on va rester à l'affût sur vos pages LinkedIn. Exactement, j'ai bien hâte de voir ça. Sur ce, je vous remercie. Je vous invite à regarder sur pmml.tv les autres capsules. Bonne journée à vous.